Monsieur Charpagne, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est un entretien consacré à la Grande Armée. Pour lancer Oui. cet entretien, comment présenteriez-vous la Grande Armée à une personne novice en histoire? La- Je vais le dire très simplement, mais la plus belle armée du monde, peut-être. Dans le sens où, pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est que cette armée est un mélange d'opinions, de gens qui ne viennent pas des mêmes classes sociales, et finalement, cette aspiration à la liberté est partagée vraiment dans la majorité des rangs. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais le fait est qu'il y a vraiment une prise de conscience politique, je dirais, avec cette armée donc anciennement révolutionnaire, en fait, puisqu'il ne faut pas se leurrer, on met avec des hommes qui viennent de cette période-là, provoquent vraiment une force qui est extraordinaire. Et c'est pour moi ça la grande force de la Grande Armée. Napoléon se considérait, ou plus exactement se présentait comme l'héritier de la Révolution, et pourtant, dans sa conception de la guerre, de la conduite de la guerre, il avait plutôt une vision de l'Ancien Régime, parce qu'il la voyait dans son domaine privé. Et en même temps, il appelait les maréchaux, donc tous issus des guerres de la Révolution, mon cousin. Que pensez-vous Ouais. de ces deux aspects paradoxaux? Finalement, c'est cette volonté, je pense, politique de Napoléon d'aller instituer un régime héréditaire. Et à l'époque, on ne connaît rien d'autre que ce qu'a déjà fait l'Ancien Régime. Donc, à partir de là, il le prend pour inspiration. Mais le fait est que c'est un beau mélange, l'Empire. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça a provoqué et ça provoque encore chez nous, alors qu'on soit historien ou juste amoureux de la période, entre guillemets, autant de comment dire, de joie et d'entrain. C'est parce que justement, c'est pour moi vraiment, d'une part, la continuité de la Révolution, mais peut-être finalement aussi en partie son perfectionnement, voilà, et finalement sa stabilisation, entre guillemets, quoi. Alors, certains spécialistes divisent les guerres menées par Napoléon en deux parties, avec une première partie flamboyante, basée sur la manœuvre, la vitesse d'exécution, beaucoup de victoires, l'apogée étant les campagnes 1805, 1806, 1807, et une deuxième partie plus difficile, avec des victoires moins convaincantes, comme Wagram, des défaites, Leipzig et Waterloo. Et une des explications avancées est la suivante, c'est qu'au cours de la deuxième partie du règne, Napoléon privilégie surtout la masse, la confrontation frontale, l'usage massif de l'artillerie au détriment de la manœuvre et de la vitesse d'exécution. Et puis surtout, on n'oublie pas que les adversaires ont appris aussi de leurs défaites. Quel est votre avis sur le Exactement. sujet? Vous venez de le dire, c'est-à-dire que je pense qu'en réalité, ces ennemis perfectionnent, améliorent et finalement retournent contre lui ses propres tactiques, et qu'il est obligé de fait d'aller aussi faire évoluer les siennes, alors avec plus ou moins d'efficacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est aussi très important, c'est que les guerres, donc les guerres de la coalition les unes après les autres, donc que ce soit la campagne de 1805, 1806, 1807, j'irais quand même englober 1809, parce que finalement, c'est quand même une victoire tactique. Wagram, même si vous avez raison, elle est moins flamboyante. Elle coûte cher. Et ces hommes qui avaient connu les guerres révolutionnaires, soit bien entendu vieillissent et donc du coup parfois sont réformés, soit meurent ou sont blessés ou disparaissent. Et donc le fait est qu'il faut après pouvoir injecter du sang neuf, et que ce sang neuf, je pense, peut-être et d'une manière idéologique et peut-être d'une manière tactico-tactique, est moins efficace aussi. Alors, pendant de nombreuses années, à l'époque et même après, la garde impériale, cette fameuse garde, a fait rêver et continue de faire rêver de nombreuses Ouais, générations de Français et même d'étrangers. tout à fait. Pour quelle raison y a-t-il ce mythe de la garde impériale qui perdure malgré les années, etc. Je crois que ça découle en partie de son comportement. Ça découle en partie déjà de ce qui se passe à l'école, à l'époque, pardon, à l'époque, dans le sens où la garde n'a pas toujours donné, et que finalement, rien que sa présence déjà à l'époque sur les champs de bataille
finalement inspire la terreur parfois aux troupes qui sont en face. Et c'est pour ça que Napoléon, finalement, la garde toujours en réserve. Elle est rattachée à la personne même de Napoléon, finalement, qui est quand même la figure de ce régime impérial. Et donc, de fait, finalement, c'est un petit peu un prolongement de la personne même du souverain qui est Napoléon Ier, cette garde impériale. C'est aussi physiquement des gens qui sont très impressionnants pour l'époque. Il faut faire au minimum, suivant les régiments, c'est un peu compliqué, mais au minimum 1,70 m pour pouvoir y entrer. À l'époque, c'est déjà des hommes très grands qui font 1,70 m. Hein. La moyenne de taille d'un voltigeur de la ligne, c'est 1,55 m, 1,60 m. Donc, c'est déjà 10 cm de plus. Et surtout, quand vous prenez les grenadiers et les chasseurs à pied, vous rajoutez ce fameux bonnet à poil qui grandit encore la personne que vous avez en face de vous. Et ce sont des gens qui ont des années et des années de campagne derrière eux et qui ne fléchissent jamais. Enfin, il suffit de regarder le comportement des grenadiers à cheval de Lepic à Eylau pour se dire, mais attends, mais ils sont complètement aseptisés, complètement fous, quoi. Parce que c'est des gens qui ont déjà tout vu et qui, pour finalement le prestige de l'uniforme et surtout, et je crois qu'on a un peu perdu peut-être ça aujourd'hui, mais c'est un autre débat, pour la gloire de la France, résistent à tout. Alors, vous avez On parlé… dit excusez-moi, juste pour conclure, on dit souvent en parlant de Waterloo que que la garde recule. Attention, c'est la moyenne garde qui recule. La vieille garde, elle recule pas, hein, par exemple. Alors, est-ce que les soldats de la garde, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des soldats d'élite, même pour l'époque? Ah oui, pour moi, oui, c'est incontestable. Ça, il y a zéro doute là-dessus. Et je crois que c'est pour ça que Napoléon, d'ailleurs, les économise autant. C'est parce qu'il sait très bien la force qui se dégage de ces régiments. On parlait des grenadiers à cheval de Lepic à Eylau. Enfin, c'est un épisode qui est absolument extraordinaire, quoi. Lepic, il se fait sabrer 7 ou 8 fois, je crois. Il revient sur les lignes et il revient vers Napoléon en disant, sire, on a réussi, quoi. Enfin, c'est juste considérable. Et le gars est charcuté, quoi. Donc, c'est vraiment vraiment des troupes d'élite. Et on disait qu'ils n'ont peur de rien, mais en réalité, c'est vraiment ça. Enfin, quand le pic arrive et qu'il traverse les lignes et qu'il se rend compte que finalement, il est complètement encerclé et que le Russe qui est là lui dit, voilà, vous vous êtes bien battu, mais maintenant, il faut vous rendre. Et qu'il se retourne vers ses gars en leur disant, maintenant, c'est vivre ou mourir, qu'est-ce qu'on fait? Ils retraversent dans l'autre sens et ils perdent quasiment personne. Donc, vraiment, c'est des régiments pour moi qui sont extraordinaires. Voilà, je crois qu'on n'aura jamais assez de temps pour en parler, mais voilà, cette garde forme vraiment la base vraiment pour moi de l'armée de Napoléon, mais finalement c'est aussi le corps, c'est-à-dire que si la grande armée est aussi soudée, même dans la ligne, c'est parce que quand la garde est là, les soldats, ça leur donne une force en plus qui est vraiment extraordinaire. Souvent dans les films et les documentaires qui racontent l'Empire et Napoléon, on voit toujours des soldats de l'Empire avec des tenues identiques et impeccables. Ouais. Et en fait, la réalité semble éloignée de cette image d'Épinal, surtout quand on lit les mémoires de l'époque, qui présentent souvent cette armée comme composée de soldats en guenilles ou dépenaillés. Enfin, vous avez un commentaire à faire sur le sujet? Vous avez raison. En réalité, oui. Alors, il y a une différence très notable entre le règlement et la réalité, d'autant plus dans les armées napoléoniennes. Bien entendu, au début de campagne ou alors quand vous sortez du dépôt, votre uniforme, il est impeccable. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et encore, ça dépend finalement de la production. De ce qui a été acheminé. Il y a un régiment de cuirassiers à Waterloo qui n'a pas de casque, hein, et qui se bat avec des bicornes, pas de cuirasse, pardon, et qui se bat sans cuirasse. Donc le fait est que ça, c'est par manque d'approvisionnement aussi. Donc il y a toujours cette différence entre la réalité du terrain et le côté théorique du règlement qu'il faut prendre en compte. Après, c'est sûr que si on reste collé au théorique, c'est magnifique, hein, il n'y a rien à dire. C'est des uniformes qui sont super. Et comment expliquer vous avez parlé du panache français, les charges, les contre-charges, le fait que la garde n'a jamais reculé durant toutes ces années. Mais par exemple, quand ils se battent, ils revêtissent leurs plus beaux habits. Enfin, comment expliquer ça? C'est quand même paradoxal. Oui, la garde. Alors là, il y a une différence entre la ligne et la garde pour le coup, puisque la garde a toujours cette vocation à être impeccable et à se battre en grande tenue si c'est possible, quoi. Donc le fait est que c'est un peu une particularité de cette histoire si particulière de l'épopée napoléonienne, c'est qu'en effet on a
On a des soldats qui sont fiers d'appartenir à ces régiments. Je pense que c'est vraiment aussi une affaire de fierté, qui savent qu'ils inspirent la crainte, parfois la terreur, et que donc ils vont maintenir ça et qu'ils ont aussi les moyens parce qu'ils sont mieux payés, mieux équipés et mieux après approvisionnés également. C'est la seule partie de l'armée qui dispose par exemple d'ambulances. Donc à partir de là, c'est aussi voilà, une troupe qui a une force qui est inévitable, dont on parlait tout à l'heure, mais qui a aussi la logistique derrière qui lui permet de maintenir ce niveau-là. La maraude était tolérée, voire encouragée par les officiers. Et c'est intéressant, quand on lit les mémoires, on voit que les soldats, pour s'organiser lors des bivouacs, ils arrivent dans des villages, ils défoncent les villages, ils prennent les bois, enfin les meubles qui sont en bois, les volets, ils se servent pour se nourrir. Est-ce que vous pouvez là aussi commenter cet aspect de la guerre qui n'est pas forcément le plus connu et le plus abordé? Non, non, tout à fait. Ben, c'est aussi une affaire de mentalité différente suivant les armées de l'époque. Par exemple, l'armée alliée de Wellington en 1815, mais aussi en Espagne, a une logistique derrière elle qui est un petit peu mieux organisée. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un petit peu mieux organisé que l'armée française. Et ça, c'est aussi une tradition d'Ancien Régime, hein, de vivre ce qu'on appelle à l'époque vivre sur l'habitant, c'est-à-dire qu'on se sert sur ce qu'il y a, avec toutes les exactions malheureuses que ça peut entraîner. Mais ça, c'est aussi une tradition d'Ancien Régime. Ça ne vient pas avec la Révolution, hein, ça date d'avant. Et j'ai une dernière question, parce qu'on l'oublie, Oui. on l'oublie très souvent, et c'est cette notion de génie militaire, Oui. en ce sens que on entend souvent Napoléon est un génie, Napoléon était un génie, mais très souvent, on oublie de dire pourquoi. Et moi, j'aime bien le concret, le factuel. Sur quelle Ouais. base objective peut-on considérer ou pas que Napoléon était un génie militaire? Alors, je crois qu'il y a une part d'acquis et véritablement une part d'inné chez lui, que je pense qu'on n'arrivera peut-être même jamais à expliquer. Dans le sens où, dès Toulon en 1793, il montre déjà des capacités qui sont extraordinaires, alors que pour le coup, il a encore jamais vraiment été à l'épreuve du feu. Alors on dit que Toulon est son baptême du feu, c'est pas vrai. Il y a eu avant quelques escarmouches sur lesquelles il a été plus malmené, mais en tout cas, Toulon véritablement marque d'une pierre blanche déjà ses capacités militaires. Après, en acquis, le fait est qu'il a eu la chance d'avoir une excellente formation, parce qu'il faut le dire, les formations qui étaient offertes par l'Ancien Régime dans les écoles militaires étaient d'excellente facture. Ça, c'est une certitude, et ça fait très mal d'ailleurs à la Révolution d'avoir certains officiers qui décident d'émigrer. Hein. Ça, c'est aussi une réalité, du terrain. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette part entre voilà, ce côté un peu inné, et ça vient véritablement de sa personnalité et de son caractère, on peut pas faire sans, mais aussi cet acquis par la formation justement dans ces écoles, notamment de sous-officiers, qui lui, au départ, comment dire, le dirigeait plutôt vers une carrière de marin. D'ailleurs, ça c'est un petit peu le pied de nez à l'histoire. Mais en tous les cas, il forme des excellents sous-officiers et des excellents officiers d'Ancien Régime. Voilà. Autre chose à rajouter? Non, pour moi c'est bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie de cet entretien. À très bientôt. C'est moi, à bientôt.